serait dans cette même logique, sans autre regard pour juger ses actions. Il serait régi uniquement par la survie. Mais dès que deux humains se retrouvent, les notions de bien et de mal apparaissent. Elles se forment à travers des règles de vie communes qui varient d'une communauté à l'autre selon leurs circonstances et leurs intérêts. Ces valeurs collectives, parfois antagonistes, peuvent conduire à des déformations de l'histoire. Le 24 février 2022 en est un triste exemple. Certains ont invoqué les termes terribles de génocide ou de dénazification pour justifier l'injustifiable, provoquant ainsi une onde de choc mondial. Comme le disait Tocqueville, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Aujourd'hui, on bénéficie d'une convergence lente mais réelle depuis des siècles autour de valeurs communes, ces valeurs qui forment les droits de l'homme, les droits humains et qui rendent possible le vivre ensemble. Alors oui, la guerre peut être juste quand elle défend les droits. Oui, elle est juste quand elle s'oppose à la tyrannie qui menace nos libertés fondamentales. Aujourd'hui, l'enjeu du XXIe siècle, c'est cette lutte contre les guerres larvées, les agressions silencieuses mais puissantes visant à étouffer nos libertés. C'est pour ça que la confrontation entre démocratie et régime autoritaire est absolument frontale. Ce n'est pas une guerre pour des ressources. Ce n'est pas une question de survie. C'est une lutte pour des principes. La liberté ne vivra que si elle repose sur la raison politique. Notre but n'est pas d'imposer la démocratie, mais de la défendre. Pas de restaurer une domination, mais de préparer un avenir. Et le moment est venu d'agir. Nous sommes à un tournant de notre histoire. En peu de temps, l'Europe a été secouée par de multiples crises sans précédent. Crise économique de 2008, pandémie de 2020, guerre en Ukraine, crise climatique qui se poursuit. Tout cela nous pousse à une question cruciale. Dans un monde qui remet de plus en plus en question nos valeurs occidentales, comment rester unis et fidèles à nos valeurs tout en relevant ces défis globaux? L'avenir de l'Europe réside dans sa capacité à se réinventer tout en restant fidèle à ses principes. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, nous avons plongé dans un monde multipolaire où l'influence occidentale est remise en question. La Russie, par ses guerres et ses tentatives de déstabilisation, veut agrandir son influence et défier cet ordre mondial occidental. La Chine, de son côté, utilise sa puissance économique, notamment en Afrique et en Europe de l'Est, avec ses nouvelles routes de la soie. Dans ce contexte, l'Europe doit impérativement redéfinir son rôle. La défense de nos sociétés passe par une Europe forte, capable de se positionner sur la scène géopolitique. Il est temps d'affirmer notre autonomie stratégique sans renier notre alliance avec l'OTAN, mais en visant l'équilibre parfait entre autonomie et coopération. Cette autonomie, elle doit aussi être économique, technologique, énergétique. Ce sont des dimensions où l'Europe reste vulnérable face aux chocs extérieurs. Mais autonomie ne veut pas dire isolement. La coopération des alliances stratégiques, le dialogue multilatéral resteront essentiels pour construire une Europe plus forte, capable de faire face aux défis mondiaux. Nous évoluons vers un système multipolaire. Face aux guerres hybrides, nous devons rester fermes dans la défense de nos principes. Cette défense, elle doit être aussi bien intérieure qu'extérieure pour éviter que les puissances rivales ne sapent les valeurs humanistes et l'ordre international. La montée des populismes, le retour des régimes autoritaires aux frontières de l'Europe, la montée en puissance des modèles non démocratiques, tout cela nous pousse à renforcer, chers collègues, notre cohésion.
L'Europe ne peut plus ignorer les sentiments d'humiliation et de marginalisation dans ce monde. C'est pourquoi nous devons tendre vers un multilatéralisme inclusif qui prenne en compte les inégalités globales. En défendant les droits politiques, sociaux, économiques, en s'appuyant sur nos institutions démocratiques et notre société civile, très importante en Europe, l'Europe sera un acteur clé pour un monde plus juste. Chers collègues, chers amis, avant d'ouvrir nos travaux, posons-nous cette question. Qu'est-ce qui nous unit encore, nous, Européens, alors que le monde change et que de nouveaux acteurs émergent? Ce qui nous unit, c'est la possibilité de nous réinventer continuellement et de trouver un élan en combinant nos valeurs avec une approche innovante. Face aux crises, face aux guerres hybrides, ce qui compte, c'est notre capacité à rester solidaires, à bâtir des ponts plutôt que des murs. C'est dans cette agilité, dans cette fidélité à nos principes, que nous trouverons notre force. Alors ce qui nous unit, c'est notre capacité à évoluer tout en restant ancrés dans ce qui fait réellement notre essence, notre solidarité, nos valeurs, notre vision d'un monde meilleur. En conclusion, mes chers amis, dans ce monde de plus en plus polarisé, la solidarité que nous pouvons créer au sein de la francophonie apparaît comme un rempart de plus en plus essentiel. Nos liens francophones vont bien au-delà de la simple langue. Ils sont une manière de penser, de concevoir le vivre ensemble, d'être et de rester solidaires face aux nombreux défis mondiaux qui s'imposent actuellement. Dans ce contexte actuel, et alors que certains modèles démocratiques sont mis à mal par les élections marquées par des dynamismes antidémocratiques, notre espace francophone est un atout absolument unique. La francophonie peut être cet espace de résistance et de solidarité, cette plateforme où nous échangeons, où nous construisons des solutions collectives pour un avenir, où nos valeurs communes, celles de la justice, des droits humains, sont préservées et promues. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont rendu cette rencontre possible. Merci à vous toutes et tous en vos qualités pour votre présence. Je vous souhaite, chers collègues, d'excellents travaux. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour cette session d'ouverture et il est prévu que nous fassions donc une petite pause qui sera agrémentée d'une photo officielle. Je vous invite à suivre donc toutes les indications du protocole du Parlement kosovar et nous reprendrons nos travaux d'ici 15 minutes. Je vous remercie. À tout à l'heure. Merci de ne pas sortir, s'il vous plaît.